Merci d'avoir fait de moi un homme aussi merveilleux. Aussi intelligent. Pour mon sens de l'humour. Merci pour mes beaux yeux, pour cette attitude de beau gosse que j'ai. Pour ces mollets fins et musclés. Merci aussi pour toutes mes qualités, et notamment ce magnifique outil de don d'encouragement que j'ai. Et Seigneur, j'ai juste une question. Il y a vraiment quelque chose que je comprends pas. Comment ça se fait que j'ai pas encore trouvé une femme aussi bien que moi? N'as-tu pas fait la femme à notre image, nous, les hommes? Je comprends pas ça, vraiment, Pourtant, je sais qu'elle existe. Celle qui me correspond à 100%. Je la vois, j'ai son image, là, de cette femme grande, rousse, aux yeux verts, avec un doctorat en chimie, avec une voix cristalline, le permis moto, bien sûr, et puis une championne de descente en rappel, et chrétienne, évidemment. Alors Seigneur, aide-moi, montre-moi sur quel site de rencontre je dois m'inscrire. Amen. Voilà, ça c'est fait. Ils sont sympas les petites infos, hein. On se lâche dans la créativité. Bonjour à vous tous, vous qui êtes ici dans le bâtiment de l'Église de l'Abri. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Vous faites partie de l'un de nos sites aussi. C'est chouette, il y a de plus en plus de monde qui nous regarde et qui nous suit, parfois de loin. Parfois on a des petits messages, des gens qui nous écrivent, etc. C'est toujours sympa. Et je voulais aussi, particulièrement aujourd'hui, là ça me prend comme ça, j'avais envie de remercier tous ceux qui font le ménage, qui mettent en place toutes les choses dans le bâtiment, qui font que les choses sont clean en fait. Je me dis, tiens, ce sont des gens qu'il faut aussi remercier. Et en fait, non seulement remercier, mais juste dire que c'est une place tellement importante en fait, parce qu'on est content de rentrer dans un cadre qui est préparé avec une décoration. Pour ceux qui n'avaient pas compris ce qu'étaient ces belles chaises, ce sont des chaises qui sont complètement pétées, cassées. L'utilité d'une chaise est compliquée. Mais en fait, elles sont belles aussi. Et en fait, c'est un peu... quand on regarde un couple, c'est pareil. Ce sont deux chaises un peu cassées, mais qui peuvent être très belles en fait. Voilà, c'était la décoration. En tout cas, merci pour tous ceux qui font tout ça en fait, qui sont là en tâche de fond, qui font le ménage, qui font toutes ces choses. Si vous avez envie de rejoindre cette équipe, qui fait un travail excellent, c'est un magnifique travail, parce que vous pouvez voir le résultat. N'hésitez pas à venir voir des personnes qui ont un badge, etc. autour du cou, pour leur dire, en fait, j'ai trop envie de rejoindre cette équipe. N'hésitez surtout pas, parce qu'on a besoin d'avoir toujours plus de monde pour ça. Voilà, je voulais enfin les remercier. Et sinon, j'ajoute juste une chose qui n'était pas prévue non plus. J'étais derrière tout à l'heure et j'ai eu un moment d'émotion. En fait, d'émotion de voir la communauté. Voir la place que les différentes personnes prennent. Moi, de voir mon David, que j'aime, le batteur, chanter une chanson d'amour à sa femme, ça m'a massacré. Ah, j'étais là, et j'apprends, au dernier moment, David va chanter une chanson. Je fais quoi? David, il chante. Je l'ai toujours connu comme ça. Mais voilà, ça, voir après Kéline, qui était petite un jour, et qui joue au piano, et... C'est top de voir tout ça. Moi, j'étais retourné derrière. Je pensais à tout ça. Je me suis dit, waouh, comme c'est beau, comme je crois en la communauté en fait. Et j'étais là derrière. Je me dis, ça, c'est la vraie communauté où tout le monde s'investit avec le peu de capacité qu'on peut avoir au service des autres. C'est magnifique. Voilà. Et sans compter tous les jeunes et adolescents qui sont derrière derrière une caméra ou derrière une table de mixage, etc. Je trouve ça juste formidable. Merci à tous. En fait, je raffole, je kiffe vivre ça avec vous. Ça, c'était la parenthèse. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas donc parler de la communauté, mais pour moi, c'était important de vous le transmettre. Je vais conclure cette série. Amour, sexe et rencontres. Et tout d'abord, je veux remercier tous ceux qui sont mariés et qui vivent en couple, etc. Je vous remercie pour votre patience parce que je me suis adressé essentiellement
qu'aux célibataires et aux jeunes. Et il se trouve, comme je l'ai dit aussi l'autre fois, que j'ai reçu quand même beaucoup de messages de couples mariés ou de personnes mariées en fait, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, qui ont fait des commentaires sur tout ça. Merci pour votre patience. C'est pas fini, hein. Vous allez encore écouter Lorenzo s'adresser à ceux qui ne sont pas mariés. Mais je pense qu'on peut tirer des bonnes choses pour tous, hein. C'est évident, tout le monde peut tirer quelque chose de bon. J'ai posé une question lors de mon premier message, lors du premier message qu'on a vu ensemble. Une question qui court tout le long de cette série et qui doit continuer. Elle est là. Sommes-nous la bonne personne que nous recherchons et qui elle-même nous recherche ? Et parce que lors du premier message, j'ai souhaité démonter, détruire, gommer, éradiquer le concept, le mythe de la bonne personne. En disant, en fait, et si on réfléchissait un peu autrement, et si on essayait, nous, d'être la bonne personne, peut-être que l'on pourrait rencontrer quelqu'un qui trouvera qu'on est bien. Vous voyez, on renverse un peu la chose. Et donc cette question-là, c'est une question que je souhaite vraiment que tout le monde puisse garder à l'esprit. Est-ce que nous sommes, nous, la bonne personne que nous recherchons et qui elle-même nous recherche ? Oui ou non ? C'est peut-être là-dessus qu'on doit travailler. Parce que peut-être plusieurs fois, nous sommes passés à côté d'une bonne personne. On ne l'a peut-être pas vue parce qu'en fait, elle-même ne nous regardait pas. Parce que peut-être que nous, on n'est pas si bien. C'était ça la question. À garder à l'esprit, évidemment. Hein, je ne vais pas vous oppresser encore avec cette question aujourd'hui. Une autre chose qu'on a vue, une autre phrase, et qui aujourd'hui va avoir une force, en fait, encore plus que les autres fois, c'est cette phrase-là. Ce que vous faites dans le présent sera un jour votre passé, ce sera alors votre futur. D'accord ? Ce que vous faites dans le présent, aujourd'hui, deviendra un jour votre passé, lorsque vous serez dans le futur. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce passé surgit dans notre futur, mais ce n'est pas prévu. Il arrive comme ça. Généralement, ce n'est pas le moment le plus opportun. Ce n'est pas le moment qu'on a préparé, mais le passé ressurgit. Parce qu'en fait, ce que nous faisons aujourd'hui, et je m'adresse beaucoup à vous les plus jeunes, à vous les célibataires, ou ceux qui sont de nouveau célibataires, d'accord ? Parce qu'ils ont vécu plein de choses, des divorces, des trucs comme ça. Ce que nous faisons aujourd'hui aura un impact sur notre avenir. C'est ça que ça dit. Ce que vous faites dans le présent sera un jour votre passé, et ce sera alors votre futur. En fait, en discutant avec plusieurs personnes, certaines m'ont dit, on n'apprend pas forcément des choses nouvelles, mais ça fait du bien de le réentendre. Et c'est vrai. En fait, c'est parce qu'en fait, même s'il y a des choses qui, parfois, on pourrait se dire, ça coule de source, il y a un moment où le lit de la rivière se tarit. Hein, il y a plus d'eau. Enfin, vous voyez, le lit tarit. Enfin, vous verrez sur le dictionnaire ce que ça veut dire. Ça peut faire plus ou moins mal. Mais c'est essentiel de répéter, en fait, de se rappeler de certaines choses. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, on a une certaine tendance à oublier ou même à avoir mis totalement de côté ces choses. Et c'est pour ça qu'on y revient. C'est tellement important. En France, et dans pas mal de pays dans le monde, les samedis, il y a des femmes qui s'habillent magnifiquement bien, généralement en blanc. Pas toujours. Elles sont superbes. Elles ont parfois des coiffures qui sont plus ou moins de l'espace. Mais elles sont belles. Ça arrive au moins une fois, quoi. On va mettre nos 150 balles pour faire une coiffure de dingue. Et à côté, il y a un monsieur qui, généralement, c'est la seule fois qu'il sera aussi beau de sa vie entière. Des fois, il sera bien comme ça, mais voyez un petit peu. Et ce sont des personnes qui, pendant des semaines, des mois, réfléchissent, travaillent, préparent, dépensent des milliers d'euros. Ils mettent en place beaucoup de choses. Ils vont réfléchir à la fête. Ils vont réfléchir à la bouffe, surtout en France. Parce qu'il y a des pays où, honnêtement, de l'autre côté de la Manche ou dans les pays des moulins, la bouffe, ils n'y pensent pas beaucoup. Mais nous, on y pense beaucoup. C'est important pour nous. Et on va réfléchir à tout ça. On va réfléchir à la liste des invités, etc. Vous voyez ?
Et tous ces gens-là, au bout d'un moment, se retrouvent dans un lieu. Ça peut être un bâtiment comme ici, ou un autre, un truc plus froid aussi, ou alors à l'extérieur, dans une grange, dans un parc, et on se retrouve là, les amis, et tout ça, tout le monde ensemble. Et il y a un bonhomme là, derrière l'hôtel, ou je sais pas, ou le pupitre. Et il y a un bonhomme qui est là, qui ressemble plus ou moins à moi, un gars un peu comme ça. Et là, donc, les deux personnes viennent, et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire des promesses qu'ils ne tiendront pas. Incroyable. Tout ça pour tenir des promesses, pour dire des promesses qu'ils ne tiendront pas. C'est quand même fou. C'est dingue. Parce qu'en fait, ils se trouvent là dans cette situation où ils se font des promesses, mais un truc de dingue. Hein. Des vœux, répète après moi, oui, non, tout ça. Mais en fait, on oublie des choses, on oublie beaucoup de choses. On oublie que les promesses, c'est facile. Dire un engagement, c'est facile. Faire des vœux, c'est facile. On va discuter maintenant de la préparation. En fait, vous allez voir qu'ils sont juste en train de se promettre quelque chose qu'ils ne peuvent tenir, parce qu'en fait, voici ce concept. Les promesses que l'on se fait ne remplacent jamais la préparation. En fait, on arrive à se dire ces promesses-là, à faire ces vœux, et on oublie juste, on a l'impression qu'en le faisant, tout va se passer. C'est un truc de dingue. Tu sais, et alors, ça va se passer, c'est sûr, ça vient. On oublie juste qu'il va falloir un peu de préparation, en fait. On oublie juste qu'il y a toute une préparation à avoir pour accomplir les choses correctement, pour arriver à tenir ses promesses. Par exemple, c'est quelque chose que... C'est une chose qui est acquise pour nous tous ici, dans le sport, par exemple. Qui est acquise dans le travail, pour apprendre des langues. On sait tous qu'il faut une certaine préparation. Il y a quelques années en arrière, je faisais partie d'une organisation où on travaillait pour des raids en Norvège, en Irlande. Des raids, c'est des courses à pied de timbrés où les gens ils courent comme des malades, sous la pluie, dans des terrains affreux. Ils arrivent au bout, toi t'es là, tu marches, t'arrives même pas à suivre. Voilà. Donc, des gens incroyables. Et je me suis dit, il faut que je discute avec mon ami qui habite pas très loin de la maison, qui lui... Waouh, un entraînement, il a un super corps, il tient la route, vous voyez un peu. Et donc je l'appelle, et en fait on se voit devant la maison. J'allais l'appeler et on se voit devant la maison. Et je lui demande, alors, il y a plusieurs raids, le marathon des sables, la diagonale des fous, ça s'appelle le grand raid, l'ultra raid de la Réunion, c'est des courses de fous furieux. Et il a fait l'an dernier, enfin l'été dernier, il a fait la diagonale des fous. On la surnomme diagonale des fous, parce que c'est certainement la course à pied, le raid le plus dangereux du monde. Il y a eu plusieurs morts à cette course. Au moins 3 ou 4 répertoriés. Ben, je pense qu'ils sont tous répertoriés en fait. Au moins 3. Parce qu'a priori, il y avait une inscription et tout ça. Enfin bref. Donc, l'une des plus difficiles aussi. Il faut savoir qu'on traverse l'île de la Réunion à peu près 170 km. Il y a 9000 mètres de montée, d'accord, de dénivelé ascendant, et donc la même chose après. 9000 mètres, ok, 9 bornes. 170 km. Alors, il se trouve que lui, il a fait tout ça en 37 heures. Sans dormir. Il n'a pas dormi. Il a commencé 37 heures plus tard. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton corps à ce moment-là, mais il est arrivé. 37 heures. Sans dormir. Il est arrivé 125e. Sur plus de 2000. Un truc de malade. Non? Pour moi, c'est... Il y en a qui courent, Tim, là, qui courent, là. C'est un truc de fou, sur 70 bornes. Je veux voir ça sur ton posant run statique, là. 170. Alors, forcément, je vais poser la question. Pour être dans les 200 premiers, qu'est-ce que tu as fait? Quelle a été ta préparation? Combien de temps tu t'es préparé pour arriver dans les 200 premiers de cette course incroyable? Réponse. Pour pouvoir être dans mon corps comme je suis. Pour pouvoir tenir la route, pour avoir le moral qui tient, parce qu'en fait, le moral, c'est quasiment le plus compliqué à tenir, parce que quand on marche dans la nuit avec une pète-zèle, une lampe frontale, dans la jungle ou plus, des trucs de dingue, dans la nuit, on monte, on descend et tout ça, il dit, si t'as pas le moral, tu peux pas tenir. Il m'a dit, il m'a fallu
5 ans. 5 ans de préparation physique et mentale pour arriver dans les 200 premiers. Alors, il y a plusieurs manières. T'es bidon, en fait. 5 ans. Non. 5 années de préparation pour y arriver, vous savez. Même s'il avait dit aux gens, j'arriverai, il a fait la promesse d'arriver, il n'y arriverait jamais s'il n'avait pas eu de préparation. L'inscription à la course ne lui disait pas qu'il arriverait à courir. La seule chose qui lui a permis d'arriver à la fin, c'est la préparation qu'il a eue. Pour arriver au bout d'une longue course à pied, ce n'est pas l'inscription qui compte. Ce n'est pas l'inscription qui détermine. Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas la promesse. C'est la préparation qui lui a permis d'y arriver. Ce qui est dingue, c'est que pour nous, c'est assez compréhensible dans le milieu du sport. Dans la course à pied, on est assez d'accord qu'il faut de la préparation. Dans les sports de combat, c'était plutôt mon domaine. Et si tu n'as pas de préparation, tu n'y arrives pas. Et c'est hyper clair. Mais ce qui est fou, c'est que dans les relations, et particulièrement dans le couple, on ne va pas se dire ça. On ne va pas se dire que la préparation est la plus importante. C'est assez dingue. Parce qu'en fait, on est capable de dire ça dans les relations. On est capable de dire, c'est d'après, je peux promettre quoi que ce soit, malgré mon manque de préparation. Je peux tout promettre. Tu sais, j'ai rien préparé, mais je peux tout promettre. Vraiment. Et si tu travaillais un peu avant, pour que tu sois quelqu'un de bien, parce qu'on a l'impression, en fait, qu'on peut faire n'importe quoi avant, on peut avoir les plus mauvaises habitudes, le plus grand nombre de mauvaises habitudes avant, on peut se comporter comme un abruti avant, comme le mot que vous voulez derrière, et qu'un jour, comme par hasard, on va se faire une promesse, c'est bon, je change. Ça y est, je te promets qu'après le mariage, je serai un mec génial. C'est fou. Je trouve ça assez dingue. On peut se promettre tout ce qu'on veut. En fait, on n'arrivera jamais à la tenir, la promesse, si on n'a pas de préparation avant. Et vous comprenez bien que par préparation, je ne parle pas de la sacro-sainte préparation au mariage, où il faut cocher des cases. Je parle d'une préparation personnelle, avant même d'être en couple. Et c'est à vous que je m'adresse. D'abord, chers jeunes, chers célibataires. Je les cherche, tac, il y en a quelques-uns, bim, boum, bam. Il y en a d'autres là, tout. C'est d'abord à vous que je m'adresse. Parce que les autres, c'est un peu tard. Et vous savez que c'est la problématique de certains pendant cette série de messages. Certains pour qui c'est déjà trop tard, ils se disent « Oh purée, c'est vrai que quand j'y réfléchis, on rentre à la maison, chérie, peut-être qu'on va se remettre à retravailler un peu. S'il y a des trucs, c'est un peu buggé, hein ?» On n'est pas bien là, non, c'est sûr. Vous savez, ce qui est fou, c'est que les promesses et l'engagement, en fait, les vœux, en fait, ça n'a presque pas de pouvoir, c'est un peu vide. En fait, je trouve qu'on les surestime. On surestime un peu trop les promesses. On met pas assez en avant la préparation. Parce qu'en fait, on a vraiment l'impression qu'on peut faire n'importe quoi avant de notre vie quand on est célibataire, et un jour, on la trouve, on se dit, pas trop mal, elle a pas trop déconné, je vais lui faire des bonnes promesses, on va se marier, je te promets, je serai différent. Tu me crois ? Oui, je te crois. On avance. Ou l'inverse, hein. Et en fait, je pense qu'on met un peu trop de force à la promesse. On surestime les vœux. Et on ne met pas assez en avant la préparation de nos vies, à nous. Vous savez, si vous n'êtes pas prudent, vous, chers célibataires et chers jeunes, il y a un moment, vous allez tomber amoureux. Et le problème, c'est que quand on tombe amoureux, on devient un peu stupide. On devient un peu gaga. Et donc, c'est comme ça. Parce que l'amour, c'est une belle chose, mais c'est vrai que quand on tombe amoureux, des fois, on devient un peu gaga. On s'aime, on est amoureux. On a une musique en commun et tout ça, on s'aime trop. Tout ça. Et en fait, si vous n'y prenez pas tout de suite, à préparer l'avenir,
Au moment où vous allez tomber amoureux, c'est trop tard. Parce qu'on a du mal à entendre même les conseils des gens qu'on aime. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai pu conseiller à des gens de ne pas se marier, pas assez peut-être. En tout cas, rarement écouté. L'engagement et les promesses ne remplaceront jamais une véritable préparation. Jamais. Jamais. Et même la plus belle promesse. On a déjà entendu, je trouve que nos promesses ne devaient pas être mal, je pense, avec ma femme, mais on a déjà entendu des promesses fabuleuses, magnifiques. Mais ça ne remplacera jamais une véritable préparation personnelle avant. Et vous savez, prenez le temps de vous préparer aujourd'hui. Prenez ce temps. Parce que la séduction va tomber, les choses comme ça vont tomber. Vous savez le nombre de couples qui sont autour de vous qui n'ont pas pris ce temps de se préparer eux seuls avant de se mettre ensemble. Et vous allez voir qu'à la fin de ce message, je vais aborder plusieurs thèmes extrêmement pratiques, plus ou moins agréables. Mais je vais quand même l'aborder, parce qu'on n'est pas là quand même pour juste se faire du bien, hein, on est pour se dire des choses. Donc c'est ce qu'on va faire à la fin. Mais on a besoin de faire ça, on a besoin de réfléchir. Chacun a besoin de réfléchir pour mettre en place les bonnes choses. Pour arriver à mon souhait pour cette série de messages, c'est que vous puissiez croire que c'est possible que ça tienne. C'est possible que ça marche. Vous avez peut-être un mauvais exemple des parents qui ont un mariage affreux, ils se parlent comme des chiens, ils ne se respectent pas. Peut-être, vous pouvez mieux faire. Vous avez peut-être un super exemple des parents formidables qui s'aiment, qui sont forts, qui se respectent. Vous pouvez être les mêmes, vous pouvez vivre de la même façon. Ce n'est pas une chose passée, ancienne. C'est possible. Et c'est pour ça qu'on a cette série, hein. Amour, sexe et rencontre, c'est pour qu'on puisse croire que c'est possible de rester longtemps ensemble. C'est possible. Ça n'enlève pas les difficultés, mais c'est possible. Alors, j'aimerais aborder quelques textes courts qui se trouvent dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne partie de la Bible. Et c'est le livre des Proverbes qui en parle. Et dans ce livre des Proverbes qui a été écrit, donc ce sont des proverbes pour ceux qui, par exemple, ont une allergie à tout ce qui est religieux, chrétien, Dieu, la foi, tout ça, lisez les Proverbes. Parce qu'en fait, vous allez les voir peut-être juste comme du bon sens. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus que du bon sens. Et là, on a une proposition. On a des propositions qui sont faites, écrites par ce roi Salomon, qui a certainement écrit donc, ces textes-là, la majorité. Et vous allez voir que ce Salomon nous propose de réfléchir à tout ce qu'on est en train de dire là, parce que ce qu'on dit là vient de ce texte. Voici ce que Salomon va nous dire. La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie. La sagesse de l'homme réfléchi ou prudent lui fait discerner sa voie. C'est quoi la voie? La voie, le chemin. Le chemin emprunté. La voie, c'est les comportements que l'on a depuis longtemps. La voie, ce sont les habitudes. Vous savez, ces habitudes-là, ces process habituels, ces tendances que nous avons. La voie, c'est quelque chose de prévisible. C'est ça la voie. Quelque chose qu'on arrive à... qui se déroule en fait, qui est là. Parce qu'on a vécu des choses. Ce sont nos attitudes, nos comportements, nos caractères qui produisent tout ça. La voie, c'est le fait que les parents savent ce que nous allons faire avant qu'on le sache nous-mêmes. Vous voyez ? Parce que c'est un chemin qui existe. La voie que l'on emprunte fait discerner la voie que l'on a prise. En fait, la voie, c'est aussi... les parents savent aussi ce que nous allons faire avant que nous le fassions. La voie, c'est aussi que nous connaissons la réponse de nos parents avant même de poser la question. Vous voyez un petit peu la voie, ce chemin que l'on emprunte? En fait, le prudent, l'homme qui est prudent, qui est réfléchi, il va discerner la voie. La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie. Il va se dire, en fait, c'est important pour moi de bien suivre ce que j'ai pu faire avant, pour comprendre là où je me dirige et là où je vais. C'est extrêmement important. Il sait très bien que ce que je fais aujourd'hui va impacter ce que je deviendrai ou ce que je ferai demain. Il le sait, le sage.
C'est comme ça qu'il fonctionne. Et c'est pour ça qu'il regarde la voie qu'il a empruntée depuis un moment. Le texte continue. Mais la folie des insensés les égare. Eux, s'en fichent. Moi, j'ai vécu ma vie comme je voulais. J'ai fait ce que je voulais avant, ou j'ai pas fait ce que je devais. J'étais comme ça, tout ça. Et là, aujourd'hui, tu vois, et qu'importe de ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je te promets que je me marierai avec... Et je serai différent. Je te promets. Je ne serai pas le même. Parce qu'en fait, l'insensé, il est perdu, en fait. Il ne tient pas compte de ce qu'il a pu faire avant. Il ne tient pas compte du fait que de ce que nous vivons avant va nous impacter après. L'insensé, il n'y prend pas garde, il n'y fait pas attention une seule seconde. Et l'auteur, un peu plus loin, va reprendre un texte qui va aller dans le même sens. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Vous pouvez remplacer par femme, hein. D'accord ? L'humain, ok ? Vous savez, parce que quand on tombe amoureux, on devient un peu simplet. Et on est prêt à tout croire, honnêtement. Et vous savez combien de fois on a pu avoir des entretiens avec mon épouse, avec Marie-Alice, avec des entretiens avec des couples, avec des gens seuls, des machins, pour parler de couple, pour parler de tout ça. Et plusieurs fois, on entend, oui, il a fait tout ça, il a ce problème-là, il a aussi ça, il a ces problèmes-là, il a ces problèmes-là. Mais il m'a dit qu'il va changer, il me l'a promis. Quand on va se marier, ce sera différent. Vous savez comment on voit la chose, nous ? Hyper mal. Hyper négatif. Lève le pied. Hop, hop, hop. Alors c'est vrai que quand il y a l'amour, le simple croit tout. Je ne tiens pas compte de tout ça. C'est bon. Automatiquement, ça va changer. Parce qu'il me l'a promis. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme prudent est attentif à ses pas. Si vous regardez les pas de quelqu'un, vous saurez vers où il se dirige. Lorsque vous êtes attentif aux pas de quelqu'un, vous voyez d'où il vient. Et vous voyez vers où il va. Une autre traduction de « est attentif à ses pas » était « regarde avec attention ». Le chemin. Être attentif à ses pas, c'est tellement important. Regarde d'où il vient et vers où il va. Les chemins que nous choisissons remplacent les engagements que nous prenons. Parce qu'en fait, le passé est un meilleur indicateur. Le passé est un meilleur indicateur. C'est la phrase d'après. Vas-y. Ouais. Le passé est un meilleur indicateur qu'une promesse. En fait, tu rencontres quelqu'un, regarde un peu d'où il vient. Regarde un peu ce qu'il a fait, les directions qu'il a prises dans sa vie pour aller plus loin avec lui. C'est ça que tu dois regarder. Mais d'abord, tu regardes en toi, mon coco. Regarde-toi. Est-ce que tu t'es préparé ? Ça ne veut pas dire qu'on a pu avoir une vie pourrie et que maintenant on est pourri jusqu'à la fin du monde. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Ça veut juste dire, sois attentif. Sois attentif. Est-ce qu'il a déjà mis en place des corrections de choses qu'il faisait mal avant ? Est-ce qu'il a mis des choses en place ? Est-ce qu'il s'est préparé pour devenir une bonne personne qui attirera une bonne personne ? Est-ce qu'il a mis ça en place ? Ou est-ce qu'elle a mis ça en place ? Parce que le passé est un meilleur indicateur qu'une promesse. Ça va ? C'est un faux ça va, hein, c'est rhétorique. Plusieurs se disent, on a un peu avancé, nous, déjà, là. Ça fait déjà quelque temps.
Mais on peut mettre les choses à plat. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout, mais on peut réfléchir, on peut se poser. Et vous qui êtes plus jeune, et vous qui êtes célibataire, devenez un homme prudent. L'homme prudent regarde les voies qu'il a empruntées, il regarde tout ça. La femme prudente fait de même. On regarde. Soyons attentifs à ces indicateurs-là. Ma proposition pour vous, jeunes et célibataires, ou célibataires un peu moins jeunes, mais qui sont redevenus célibataires, enfin vous avez compris ? Ma proposition pour vous, c'est de mettre en pratique quelque chose. En fait, mon souhait n'est pas de vous engager et de faire une promesse. En fait, mon souhait pour vous serait que vous puissiez vous engager, faire une promesse à être capable un jour de vous engager et de faire des promesses. Donc la promesse que vous allez faire, si vous avez envie de la faire, l'engagement que vous devriez faire aujourd'hui, par exemple, ce serait « je veux m'engager à tout faire pour me préparer, pour essayer de tenir cette promesse que je dirai un jour. Je vais mettre ça en place. » C'est ça la vraie promesse, la première promesse que je dois faire. Je suis prêt à me préparer. Alors, il y a plusieurs idées très pratiques que je vais maintenant regarder avec vous. Très pratiques qui peuvent un peu piquer, mais c'est pas grave. On doit se le dire. Vous savez, avant de vous engager du coup dans un couple, vous, chers jeunes, chers célibataires, avant de vous engager, une première chose qu'il faudrait faire, c'est ceci. Vous devez faire face à vos problèmes d'enfance irrésolus. Ah, purée. Ah, carrément ? Oui, carrément. Vous devez faire face à vos problèmes d'enfance irrésolus. Si vous ne le faites pas, comme d'hab, vous verrez ce qui va se passer, on va l'approfondir. Mais ça, c'est la première chose que l'on doit mettre en place, chers amis. Parce que c'est incroyable comme ça ressort. C'est incroyable comme ce passé surgit, ressurgit, remonte à la surface. Il y a une petite citation que j'ai prise d'un couple psychologue, psychothérapeute, conseiller, etc. Si vous essayez de créer une intimité avec une personne avant d'avoir fait le dur travail de devenir une personne en bonne santé et qui a fait face à ses problèmes, chaque relation sera une tentative de remplir un trou dans votre cœur. Je recommence ? Je la relis. Si vous essayez de créer une intimité avec une personne avant d'avoir fait le dur travail de devenir une personne en bonne santé et qui a fait face à ses problèmes, chaque relation sera une tentative de remplir un trou dans votre cœur. C'est tellement important. Une petite photo là, une petite image. Je ne sais pas si je l'ai fait assez grand. Ici, c'est écrit « vous » et ici, c'est écrit « parents », vos parents. Et ça, c'est la courbe relationnelle, avec des points hauts, des points bas, tout ça. Ça, c'est ce que vous vivez. En fait, c'est un truc de dingue. Si aujourd'hui, vous ne parlez pas, vous ne parlez plus à vos parents qui sont encore vivants, que voulez-vous ? Que va être le résultat, à votre avis ? Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que vous devez y aller maintenant tout de suite, là. « Allô, papa, maman, ça fait 15 ans que je ne t'ai pas parlé parce que tu étais un abruti, tout ça. » C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si vous ne réfléchissez pas à ça, si vous ne faites pas face à ça, vous avez un problème. Parce que ça, pour l'instant, c'est vous. Mais il y a un moment, je me marie. Et là, pouc, c'est incroyable. En fait, elle ou il va s'en prendre plein la tronche et il va savoir même pas pourquoi. Il ne sait même pas pourquoi tu réagis comme ça. Et elle prend, ping, poum. Mais j'étais 5 minutes en retard, purée. Mais attends, je comprends pas le truc. Mais ça représente les 5 minutes de mon père, machin. Et après, on a appris qu'il avait trompé ma mère et tout ça. Et donc, c'est pas possible pour moi. Mais pourquoi tu l'as pas résolu avant qu'on se marie, idiot du village? Mais en fait, on le fait tous, hein. C'est incroyable comme le conjoint d'un coup se trouve dans la trajectoire. Pouf! C'est lui ou c'est elle qui va tout prendre.
tout ce qui est irrésolu d'avant. Alors vous, chers jeunes, chers célibataires, par pitié, avant de vous engager dans une relation, commencez à faire face à tout ça, s'il vous plaît. Ne vous engagez pas dans quelque chose, dans une relation, où ça va péter au bout d'un moment. Parce qu'au bout d'un moment, on est surpris, on se marie, on fait des promesses, tout ça, blablabla, et après quelques semaines et quelques mois plus tard, on se dit « c'est vachement dur quand même à tenir, hein ». Moi, j'étais habitué à queuter un peu partout, tu vois. Tu vois, des filles, tout ça, de temps en temps, là. Et là, ben, c'est vachement dur de promettre la fidélité. Hein. Moi, j'avais une autre habitude. Pareil dans ma manière de parler à mon père ou à ma mère. Ça, c'était le premier de la liste. Il y a du boulot, hein. Le deuxième, qui va peut-être faire plus sourire, peut-être, ou peut-être pas. Mesdames, pensez, s'il vous plaît, à l'effet que vous faites par votre habillement, à l'effet que vous produisez vis-à-vis de la jante masculine. Alors, là, je me dis, il y en a plusieurs qui se disent, bah, attends, comment ça? Il va nous dire comment on doit s'habiller? Ah non, 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 non. Moi, je m'en fiche totalement. Je suis juste en train de vous dire, ce serait intéressant de réfléchir parfois à l'effet que vous produisez chez l'autre. Alors, tous les hommes n'ont pas la même sensibilité, tous les hommes n'ont pas le même taux d'hormones testostérone, tout ça. Tous les hommes ne sont pas des porcs. Beaucoup. Mais pas tous. Mais vous comprenez, il faut le tourner un peu à la rigolade, un peu, hein, c'est mieux. Soyez belle, restez belle, s'il vous plaît, mettez-vous en valeur, c'est magnifique. Il y a un effet quand même, ok? On est un peu faible. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être moche parce que lui, il est faible. Non, 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 non. C'est juste qu'il y a des effets. En fait, si je dis ça, c'est parce que, rappelez-vous, lors d'un message précédent, j'ai juste parlé j'avais des personnes que j'ai rencontrées qui, en fait, se plaignaient de rencontrer toujours les mêmes espèces de gars, le même type de gars qui voulaient juste lui tomber dessus. Et c'était pas pour faire un plaquage au rugby. Mais toujours le même profil. Il pense qu'à ça, il est dégueu. Ouais, mais excuse-moi. À force, le mec, il tombe de l'œil. Il faut juste que tu réfléchisses, s'il te plaît, un instant. Ça peut aussi marcher pour le bonhomme, hein, d'accord? Un peu moins fragile, les femmes. Coquin. Celui d'après, c'est pour les bonhommes. Allez, on y va. Pouf. Messieurs, apprenez par cœur le deuxième message que j'ai fait dans cette série. Traitez-les avec respect. C'était d'abord pour vous. C'était d'abord pour vous, messieurs. C'était d'abord pour vous. Les femmes ne sont pas des objets. On ne les regarde pas comme une marchandise ou des bons morceaux de barbac dans une boucherie. Enfin, si je dis ça, c'est parce que moi, j'aime beaucoup la barbac, en fait. Vous voyez maintenant comment je regarde ma femme? Un superbe filet mignon. Mignonne, enfin. Messieurs, je vais prendre, en rentrant, je pense. Tiens, je vais faire face. Traitez-les avec respect. Si vous n'avez pas regardé ce message, regardez-le, s'il vous plaît. C'est là où j'ai parlé des musiques, où il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on écoute. Vous savez que ça parle toujours de la femme, avec des mots affreux, tout ça. Traitez-les avec respect. Amour, respect et honneur. Le prochain, j'accélère. Le mariage n'est pas fait du tout pour résoudre des problèmes. Mais pas du tout. Des couples se sont mariés dans les églises, c'est arrivé souvent, pour régler les choses. Ah bah ouais, bah en fait, elle était en cloque. Et du coup, bah on peut pas être enceinte, être dans l'église normale, tout ça. Il faut se marier. Purée. Le mariage, le couple, va exacerber les problèmes. Le mariage va aussi exacerber les bonnes choses. C'est bien quand ça exacerbe les bonnes choses. Le mariage n'est pas fait pour résoudre les problèmes. Non. Si vous buviez trop avant dans les soirées, vous vous mettiez des mines tout le temps comme des débiles, c'est une habitude que vous risquez de garder. Si vous étiez toujours en train de faire des prêts à la consommation
lorsque vous étiez célibataire, vous risquez de continuer à faire de même après. Sauf que l'impact, ce sera sur 2 personnes et la famille, etc. Le mariage ne résoudra pas tout ça. Ah ben une fois qu'on se marie, non, c'est vachement plus dur de sortir de ses dettes quand on est marié. Quand on est célibataire, on peut retourner chez papa-maman. Le mariage n'est pas fait pour résoudre des problèmes et le dernier. La maîtrise de soi avant le mariage permettra la maîtrise de soi dans le mariage. Se maîtriser. C'est pas facile en fait, la maîtrise de soi. À tout niveau. Je le propose souvent aux plus jeunes, maîtrise un peu ton corps, ralentis, sois patient, c'est une vertu la patience, c'est un truc de dingue. Parce que si on arrive à être patient, le jour où vraiment on se dit, ouais moi j'ai envie de m'engager avec elle pour la vie, je veux me marier avec elle ou avec lui pour la vie, et là, la patience, elle a des fruits merveilleux. Soyez patient, maîtrisez-vous dans votre corps. La maîtrise de soi dans ses émotions. Les gens qui sont les plus caractériels, maîtrisez-vous. La maîtrise de soi dans le mariage commence à se vivre avant. Ce sont des choses très pratiques que je vous propose. À vous qui n'êtes pas encore engagés, vous qui êtes engagés, vous qui êtes mariés, c'est pas facile. Parce que certains, ils doivent se regarder plus ou moins, ils vont se dire, tu vois, quand il a l'image là, entre toi et les parents, et moi je suis dedans là, j'avais juste envie de t'en coller une. Parce que c'est ce que je vois tout le temps, chérie. Alors, je vous propose de ne pas résoudre ça ici, parce qu'il y a du monde, il y a des caméras et tout. Dans la voiture, à la maison, sur l'oreiller, faites ce que vous voulez, mais pas là. Mais je vous propose de travailler à tout ça. Et vous qui n'êtes pas encore engagés, engagez-vous à vous préparer pour être quelqu'un de formidable, qui rencontrera quelqu'un de formidable. Parce que vous avez envie, au bout d'un moment, de vous rencontrer vous-même. Parce qu'en fait, c'est la question des fois qu'il faut se poser. Est-ce que j'aimerais bien me rencontrer moi et me marier avec ? Aujourd'hui, on va clôturer. Alors, on va être un peu tard aujourd'hui. On va être un peu en retard, je suis désolé. Il fallait que je finisse la série. Aujourd'hui, nous allons terminer par ce temps particulier. Ce temps particulier où, en fait, qui nous vient de Jésus, en fait. Et Jésus se trouvait avec ses disciples peu de temps avant d'être tué, d'être crucifié sur une croix. Il est là avec ses disciples, il est à table, il est en train de manger avec eux. Et là, il a envie de leur transmettre quelque chose. Il a envie de leur dire, vous savez ce que je vais vivre, les amis ? Je vais vivre quelque chose de dur, de difficile, de terrible. Je vais mourir. Et alors, il décide de prendre du pain sur la table. Ils sont en train de manger. Et il décide de prendre un morceau de pain. Il se dit, ça c'est une bonne représentation. Mes amis, chers disciples, vous voyez ce pain ? Ce pain, là, quand je le casse là pour manger, pour le tremper dans notre soupe, il est rompu ce pain. De la même manière, mon corps va être brisé pour vous. Je sais que vous n'avez pas toujours compris quand je vous ai parlé, disait Jésus. Mais là, je suis en train de vous expliquer avec une image. Mon corps, en fait, je suis venu pour mourir pour vous. Et là, il a dû regarder. Et quoi de mieux que du vin qui se trouve à table pour illustrer mon sang. Vous voyez, chers amis, disait Jésus à ses disciples, mon sang va couler. Il va couler sur cette croix. Vous savez, quand on parle de chrétiens ici, on aime toujours ajouter que les chrétiens sont qui ? Ne sont pas les membres d'un club, ne sont pas les membres d'une institution religieuse. Les chrétiens sont ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés à eux
et qu'il est ressuscité d'entre les morts parce que Dieu ne reste pas mort. Et ces personnes-là souhaitent le suivre dans ses voies, dans ce chemin. De la même manière que le prudent, l'homme réfléchi souhaite suivre la bonne voie. Alors Jésus a dit, vous savez, répétez ça dans l'avenir. Rappelez-vous de ce que moi j'ai vécu pour vous, parce que c'est ça qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est cette foi de croire que Jésus-Christ est mort pour notre péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que nous souhaitons le suivre. Et c'est pour ça que nous sommes unis. C'est en ça que nous sommes unis. Ce n'est pas le fait de faire partie du même club, le club des 12. Alors, tous ceux aujourd'hui qui ont envie de se rappeler de cet événement historique, de la mort de Jésus-Christ à la croix, mais qui a une portée personnelle et spirituelle, si vous pensez que vous n'êtes pas assez digne de recevoir ce salut de Christ, je vous propose aujourd'hui de prendre ce pain et de boire ce vin. Parce que celui qui se pense digne de le faire ne doit surtout pas le prendre. Celui qui pense qu'il doit le faire parce qu'il est bien ne doit surtout pas manger de ce pain et boire de ce vin. Celui qui pense qu'il est assez bon dans ses gestes, dans tout ce qu'il fait dans sa vie, et du coup il n'a pas besoin de prendre tout ça. Seuls ceux qui pensent et qui croient qu'ils ne sont pas assez bons devant Dieu pour accepter ce sacrifice incroyable doivent prendre ce pain et ce vin pour se rappeler de ce symbole incroyable que Jésus a voulu transmettre à ses disciples et à nous. Alors je vais demander à ceux qui doivent servir le pain et le vin. Je crois qu'il y a un verre avec du vin et un verre avec du jus de raisin. Jus de raisin, c'est le plus clair. L'autre a une plus belle robe. Oui. Et pendant que nous allons prendre... pendant qu'on va prendre ces éléments, alors ce que je vous propose en fait, c'est de prendre un morceau de pain et de le tremper dans le verre qui va suivre. D'accord ? C'est comme ça qu'on aime bien faire. On peut faire différemment, mais là, c'est la proposition. J'aimerais juste prier pendant ce moment et pendant que les musiciens s'installent et ils vont commencer à jouer, à chanter pendant ce moment, s'il vous plaît. J'aimerais prier. On peut laisser les lumières un peu tamisées. Hein. Merci. Mon Dieu, mon Père, mon Seigneur, tout d'abord, merci pour ce temps que nous avons pu passer ici ensemble. Merci pour ces chansons que nous avons entendues, qui disent beaucoup de choses. Merci pour ces mots que tu nous as laissés dans ce livre qui fait partie de la Bible. Merci pour l'amour. Merci pour la sexualité selon toi. Merci pour les rencontres et les relations. Merci parce que c'est des belles choses que tu as cadrées et que tu nous permets de vivre. Et je souhaite te remercier pour ça. Maintenant, aide-nous à mettre en pratique, à nous engager, à nous préparer pour devenir quelqu'un qui fait envie. Tu ne nous demandes pas d'être parfait, c'est impossible. Aide-nous à toujours plus t'aimer et aimer les autres. Et encore une fois, j'aimerais te remercier aussi pour ce temps de scène. Si nous avons compris que tu es mort pour notre péché, que tu es ressuscité d'entre les morts, et si nous souhaitons te suivre, nous prenons ces éléments pour nous rappeler ce que tu as fait pour moi, pour nous. Merci mon Dieu. Amen.